31 juillet 2024, il y a exactement 50 ans que se tenait à Dakar le premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes avec comme vision leur émancipation. 50 ans après, l'heure est au bilan. Au Mali, la journée est célébrée sous le thème en lien avec le rôle des femmes dans la refondation à travers l'éducation. La cérémonie était présidée par le Premier ministre qui a salué l'engagement des femmes du Mali. Lutte contre le terrorisme, le président du Haut Conseil islamique appelle la population à soutenir les femmes dans cette rude épreuve. Chérif Ousmane Madana Aïdara salue la bravoure des forces de défense et de sécurité. Le guide spirituel demande aux musulmans de prier pour une bonne pluviométrie et déplore les dégâts causés par les récentes pluies. Vous l'entendrez dans ce journal au micro de Tamsir Djabaté. La Confédération de l'AES, 3 pays qui n'ont pas de débouchés sur la mer mais regorgent d'immenses potentialités. Comment transformer cette continentalité en atout? C'est le grand format de cette édition avec Bemba Sibi. Et au même moment, les ministres en charge des finances sont au Niger pour une rencontre à suivre le développement dans la page AES. Merci de faire le bon choix de nous suivre. Bonsoir et au plaisir de vous retrouver pour cette tranche d'information. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2024. Tradition bien respectée à Koulouba, le Conseil des ministres s'est réuni ce matin dans sa salle de délibération. C'était sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et je reçois sur ce plateau Ibrahima Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Awama Kamara. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communiqués. Que peut-on retenir de ce Conseil des ministres? Et voici le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures. Le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création et à l'approbation des statuts de la société d'État dénommée Mali Airlines SA. Le Mali est un vaste pays enclavé qui partage 7420 km de frontières avec 7 pays. La desserte intérieure et extérieure par voie aérienne du pays a été assurée de 1960 à 1985 par la compagnie aérienne nationale Air Mali qui faisait la fierté de tous les Maliens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À la suite de la fermeture de Air Mali, la desserte intérieure et extérieure du pays a été assurée par la compagnie aérienne du Mali de 2005 à 2012. Actuellement, ce sont des compagnies privées qui assurent la desserte intérieure. Dans le contexte de pays enclavés, il est nécessaire de se doter d'une compagnie nationale assurant des services aériens réguliers dans le cadre du désenclavement intérieur et extérieur du pays. Les projets de texte adoptés créent et approuvent les statuts de la compagnie aérienne Mali Airlines SA. La création de cette compagnie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion annuelle des services de transport édition 2023 permettra d'améliorer la mobilité des populations entre les capitales régionales. Et sous le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification des accords de prêt et de mandat signés le 19 mars 2024 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement relatif au financement du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité dans le Karta Sefeto dans la région de Okita. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité, la Banque islamique de développement met à la disposition du gouvernement de la République du Mali un prêt de montant n'excédant pas 10 300 000 euros, soit 6 milliards 756 357 100 francs CFA. Un accord de mandat dont le montant s'élève à 8 500 000 euros, soit 5 milliards 575 634 500 francs CFA. Par le présent accord de financement, la Banque islamique de développement contribue aux efforts du gouvernement visant à assurer la souveraineté alimentaire du pays à travers la réalisation d'infrastructures de production agricoles,
dans la région de Kita. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Dans la perspective de la finalisation du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales au 30 septembre 2024, l'exécution des activités restantes s'effectue à travers la poursuite des opérations d'identification physique des agents, notamment dans les localités non encore couvertes, l'identification des agents de l'État dans les missions diplomatiques et consulaires, l'installation des équipements destinés à la saisie des données et à la correction des erreurs de saisie au niveau des structures chargées de la gestion des ressources humaines. Une équipe du comité technique d'exécution a été mise en place pour la rédaction de l'avant-projet de rapport final du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la tenue d'un atelier national d'évaluation des capacités nationales et de mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire le 1er août 2024 ici à Bamako. L'atelier national d'évaluation des capacités nationales de mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire qui dure 3 jours se tient après les phases régionales des pôles de Gao, Tombouctou, Koulikoro et Mopti. Il regroupera, outre les acteurs nationaux, les partenaires de l'école qui appuient l'alimentation scolaire. Cette évaluation qui vise à répondre à des multiples défis d'éducation, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, concourt au maintien des apprenants à l'école et à l'amélioration des résultats scolaires. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la mise en place d'un cadre de partenariat avec le ministère de la Défense et des anciens combattants. La mise en place de ce cadre de partenariat à travers la direction de l'information et des relations publiques de l'armée vise à assurer une large sensibilisation de la jeunesse sur les enjeux et défis de l'information et de la communication en temps de crise en vue d'accompagner les forces armées et de sécurité dans leur noble et exaltante mission de sécurisation du territoire national. Pour positiver les tendances psychologiques et comportements juvéniles et apporter une réponse adéquate aux actions de désinformation, une campagne de sensibilisation est prévu le 6 août 2024, suivi de la formation des points focaux sur l'utilisation des réseaux sociaux en temps de guerre. La dite campagne se poursuivra les mois d'août et de septembre sur toute l'étendue du territoire national. De la tenue de la 4e édition de la Supercoupe de football du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, du 16 août au 21 septembre 2024 à Bamako, au stade Mamadou Konaté. La Supercoupe du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, est une compétition de football dont l'objectif est la mobilisation sociale des jeunes des différentes régions en vue du brassage humain mais également culturel. L'organisation de la Supercoupe est aussi l'occasion pour les acteurs du football malien, le mouvement sportif et la jeunesse malienne d'une manière générale de magnifier les actions posées par son Excellence le colonel Assimi Goïta, par la même occasion exprimer toute leur adhésion à ces idéaux de refondation du pays et de signifier leur entière disponibilité pour l'accomplissement de cette mission. Cette 4e édition permettra de mettre en compétition les équipes de la présidente de la République, du gouvernement, du Conseil national de transition et des ligues régionales de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et du district de Bamako. Les ministres chargés des sports des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel seront les invités d'honneur de la finale de la présente édition. C'est de la mise en œuvre de l'opération
Mon quartier propre. L'opération Mon quartier propre a pour objectif de promouvoir un cadre de vie décent par l'investissement humain et l'engagement communautaire ainsi que l'assainissement des différents quartiers du district de Bamako. La première phase qui se déroulera du 3 août au 15 septembre 2024 portera sur le nettoyage et ou le reboisement des espaces publics, le curage des caniveaux et les campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement. Le lancement officiel de l'opération aura lieu simultanément dans les 30 quartiers en compétition et les 3 quartiers les plus propres de chaque commune qui seront récompensés avec des prix le 21 septembre 2024. 4. Le ministre de l'Agriculture a informé les conseils des ministres de l'état d'avancement de la campagne agricole 2024 au 20 juillet 2024. La campagne agricole 2024 s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole validé lors de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Les principales difficultés rencontrées dans le déroulement de cette campagne sont, entre autres, la faible quantité de pluie enregistrée en début de campagne agricole et sa mauvaise répartition dans l'espace et dans le temps, l'apparition des ravageurs dans certains bassins de production, notamment la chenille légionnaire d'automne sur le maïs et les jacides sur le cotonnier. En vue de relever ces défis, les dispositions suivantes sont prises. L'appui conseil et la diffusion des variétés précoces et résistantes à la sécheresse, l'appui au conseil aux exploitations agricoles en vue de l'utilisation des pesticides homologués et la promotion des savoirs paysans de lutte contre les ennemis des cultures. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la mission d'assistance d'urgence aux victimes des inondations dans le cercle de Bla. Et suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Bla du 22 au 25 juillet 2024, ayant occasionné des dégâts importants, et une mission conduite par le ministre de la Santé et du Développement social, en compagnie du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, le président de la commission santé du Conseil national de transition et les partenaires s'est rendu sur les lieux. Le ministre de la Santé et du Développement social, après les premières évaluations, a procédé à une donation de vivres, de non-vivres et de médicaments aux sinistrés, estimés à une valeur de 230 770 082 francs CFA et à la mise à disposition d'une clinique mobile pour la continuité des soins. En plus du volet prévention, le gouvernement rassure les populations de la poursuite des actions du genre pour répondre aux besoins les plus urgents des populations affectées à travers le concours des comités de veille installés sur toute l'étendue du territoire national. B. De la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre des cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et voilà ce qu'il faudrait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci bien Ibrahima pour toutes ces précisions. Avec vous également des communiqués de soutien aux femmes. Et voilà, je suis parlé, je suis là, je reste et pour donc lire ces communiqués, vous l'avez dit, et tout à fait, nous continuons de recevoir à la rédaction des comités de communiqués de soutien aux femmes dans leur lutte contre les terroristes à Zawaten. Il s'agit ce soir du M5-RP, de l'ADP Mali, du mouvement des jeunes leaders politiques et patriotiques du Mali, de la coalition citoyenne pour la refondation et la souveraineté, de l'Union des forces démocratiques, du mouvement patriotique panafricain Mali, du groupement des partis politiques et associations RP22, de la plateforme politique Anco Mali, du mouvement malien pour le salut, du Parti Lumière du Peuple, de l'Amicale des anciens procureurs civils du Britannique militaire éducatif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, de l'Alliance pour le Mali, du Réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, de l'Association des communautés de culture Sangoy, un mouvement Irganda,
La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, du PRVM, FASOCO, du cadre citoyen pour le développement, de l'association des militaires retraités, de la police nationale, de la fédération des organisations et des regroupements de soutien aux actions de la transition, de l'AMSUNEM, des forces vives et patriotiques du Mali, du mouvement national Mali Djobara patriotique et panafricain, du SECO ONG, de la plateforme Sauvons le Mali et de la FEDAMA. Tous présentent leurs condoléances aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés, et tous appellent le peuple malien à l'union sacrée et à la solidarité autour de nos braves femmes. Voilà, bonne suite des journaux à vous, à Wama Kamara. Merci beaucoup Ibrahima. Je vous invite à suivre avec nous la fin de la visite du président du CNT à Téhéran. Avant de quitter la capitale iranienne, le colonel Malik Diaw a été reçu en audience par Massoud Pezeshkian, le président fraîchement investi. Les deux personnalités ont évoqué les sujets relatifs à la coopération entre Bamako et Téhéran. Pour le colonel Malik Diaw, cette audience est une marque de reconnaissance envers les autorités maliennes. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux Mahamadou Kone et Djeli Maranjabati. C'est un grand honneur pour le Mali. Comme vous l'avez remarqué, depuis notre arrivée ici à Téhéran, nous avons vraiment bénéficié d'un accueil chaleureux et fraternel. En plus de l'audience que le président de l'Assemblée consultative nous a accordée, j'ai vu que le président a tenu vraiment à nous rencontrer afin que je puisse lui transmettre les vives félicitations de son Excellence le colonel Assimi Goïta. À l'issue de cette audience, nous constatons que c'est le Mali qui est honoré. Et durant cette audience également, on a eu à évoquer beaucoup de sujets d'actualité, notamment le raffermissement des liens bilatéraux entre l'Iran et le Mali. Aussi, il a évoqué la commission mixte qui va très bientôt se pencher sur beaucoup d'aspects, notamment dans le domaine industriel, dans le domaine du commerce, d'agriculture et beaucoup. Aussi, nous avons vraiment échangé autour de la diplomatie parlementaire parce que le président trouve qu'il faut vraiment une étroite collaboration entre les deux parlements, vraiment, d'autant plus que nous sommes tous membres de beaucoup d'instances comme les Nations Unies, l'OCI, les non-alignés. Je pense que les liens bilatéraux entre le Mali et l'Iran ont toujours existé depuis très longtemps. Et je pense aujourd'hui nous sommes dans la dynamique de renforcer ces liens qui ont toujours existé parce que l'Iran respecte vraiment les trois principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Donc encore une fois de plus, nous repartons vraiment très satisfaits de cette visite qui, en plus de la courtoisie, vraiment a honoré le Mali, a honoré le Sahel. De l'Iran, nous sommes en Mauritanie. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, sera investi demain jeudi pour un second mandat. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, représentera le président de la transition à cette cérémonie. Vous venez de le voir à sa descente d'avion. Et la capitale mauritanienne est déjà aux couleurs de la fête. Investiture demain jeudi du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà, et c'est le ministre en charge de la Défense qui représentera le président de la transition. Journée panafricaine des femmes, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé cet après-midi au CICB la cérémonie commémorative. Cette année, la célébration est faite autour du thème national des instructrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation.
Les femmes du Mali ont célébré la journée avec les ministres de la promotion de la femme des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. La Guinée est l'invité d'honneur. Le Premier ministre chef du gouvernement a rendu un hommage mérité aux femmes du Mali, de l'AES et d'Afrique qui se battent au quotidien pour le développement de leur pays. Nous vous proposons un extrait de son intervention, des propos recueillis par Mamari Koné et Ali Touré. Le 31 juillet 1962 est une date historique dans l'engagement et la détermination héroïque des femmes aux côtés des chefs d'État africains, des chefs d'État et de gouvernement pour la reconquête de la dignité, de la souveraineté et de l'unité des peuples. La commémoration de la journée panafricaine des femmes sous le thème, je cite, des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation, fin de citation, témoigne de la reconnaissance du rôle que les femmes ont de tout temps joué dans l'émancipation de l'Afrique à travers leur apport dans l'éducation des enfants et des citoyens. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, saluer de façon particulière nos braves filles, sœurs, épouses et collègues, les femmes qui continuent de faire la fierté personnelle. Moi, je suis très fier des femmes avec lesquelles nous travaillons. Les avancées constatées aujourd'hui, mesdames et messieurs, au niveau de l'école malienne, en termes de mesures institutionnelles, juridiques et politiques sont imputables aux efforts conjugués des femmes et des hommes du secteur de l'éducation. En termes de succès scolaire, les femmes sont encore aux avant-postes. Tenez bien, depuis 2 ans, c'est une fille qui se classe première du Mali à l'examen du DEF, diplôme d'études fondamentales. La première de cette année est de l'Académie de l'enseignement Bamako-Rive-Gauche. Elle se nomme Sira Traoré, admise avec 18,57 de moyenne. C'est une femme qui est lauréate de la 2e édition de la Semaine du numérique à la fondation de l'AES. Elle s'appelle Aïssata Sall, lauréate du concours des startups de la Semaine du numérique 2024 et celle de l'entrepreneuriat féminin. Encore une fille. Je pense aussi à tous ces artistes, ces belles voix qui portent haut le drapeau du Mali à travers le monde. Elles sont plus connues souvent que dans certains pays lointains que dans leur pays. Saisir cette tribune pour féliciter une femme qui fait la fierté du Mali, promu au grade de général de brigade de l'armée malienne. Il s'agit de Nema Sagara. Et nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. C'était exactement le 31 juillet 1974 à Dakar où s'est tenu le premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes. Le Mali a joué un rôle déterminé pour la libération et le développement du continent. La rédaction revient sur l'origine de cette journée et ses objectifs. Nous retrouvons Sokona Kamisoko. 31 juillet 1962, 31 juillet 2024, cela fait 62 ans que le continent célèbre la journée de la femme africaine. L'idée de créer l'Organisation panafricaine des femmes est née de la volonté des pionnières comme Awa Keita du Mali, Jean-Martin Cissé de la Guinée-Conakry, Gertrude Mongela de la Tanzanie, Maria Erit Neto de l'Angola et d'autres ayant participé au congrès de la Fédération démocratique internationale des femmes à Vienne, en Autriche en 1958. À leur retour en 1962, soit 1 an avant la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OIA, elles ont décidé de se retrouver à Dar Salam, au Tanganyika, actuelle Tanzanie, pour créer la toute première organisation des femmes. Il s'agit de la Conférence des femmes africaines CEFA, qui deviendra l'Organisation panafricaine des femmes OPF. C'est la suite au congrès de Dakar en 1974.
Les objectifs prioritaires du mouvement devenaient alors la libération totale du continent africain, l'élimination de l'apartheid et l'instauration d'une justice commune qui défend les droits de l'homme en tant qu'être humain. Elle a permis d'offrir aux Africaines un cadre d'échange avec leur gouvernement sur les obstacles majeurs relatifs à leur bien-être et au développement du continent. Le rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne de leur capacité de réaliser et de conduire les changements sur le continent. La date du 31 juillet symbolise alors le courage et l'engagement des femmes africaines. La date offre aussi l'occasion de rappeler que l'Organisation panafricaine des femmes, créée le 31 juillet 1962, a permis une avancée considérable en matière de droits et de reconnaissance du rôle des femmes dans la société africaine. En ce qui concerne notre pays, les Maliennes sont appelées à plus d'engagement patriotique pour la construction nationale et la consolidation de la paix. Elles doivent participer pleinement et efficacement à toutes les actions de développement économique et social pour le retour d'une paix durable. Parmi les femmes maliennes qui ont participé au congrès de Dakar, certaines sont aujourd'hui membres de la Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque. Elles ne comptent pas rester en marge du combat. Ces femmes ont organisé une conférence débat sur le thème national des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Le reportage de Soumao Aïdara. L'éducation d'hier à aujourd'hui, qu'en est-il? Quel est le rôle de la femme dans ces secteurs? Sont entre autres préoccupations auxquelles la Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque, Fac et Mère essaye d'apporter des solutions. Au cours de la présente conférence, nous allons écouter 2 communications. La première sur l'enseignement au Soudan et au Mali de 1884 à nos jours, et une autre sur la contribution de la Fac et Mère aux enseignements fondamentaux et secondaires. Et j'espère que de ces débats, nous formulerons des recommandations fortes pour que notre école puisse se relever. Le thème pour cette année est « Des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, contribution de la Fac et Mère aux enseignements fondamentaux ». Un thème qui va de pair avec le thème national de la journée. Il faut dire ici que nous sommes à 3 époques. Le passé, le présent et le futur. Et je pense que chacune de ces 3 époques peut témoigner du rôle crucial de la femme dans l'éducation des enfants d'un pays. La finalité est d'aider les enfants à étudier, à se former et surtout à devenir des responsables de demain. Et cela en leur offrant une éducation de qualité. La Fondation Béni et ses partenaires ont célébré cette journée à travers un geste de solidarité à l'endroit des pensionnaires du centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et filles mineures de Bolé. Ils ont reçu des vivres et non-vivres. Le reportage de Awa Adamon Koulibaly. Elles sont certes privées de liberté, mais les détenues de Bolé n'ont pas perdu leurs droits fondamentaux. L'humanisme toque une fois de plus à la porte du centre de détention des femmes et filles incarcérées. Le président, son Excellence Assimi Goïta et son gouvernement nous ont donné 3 tonnes de mil et 2 tonnes de riz avec des sacs de farine et des sacs de riz de Béni Fondation. Ces initiatives sont d'une importance inouïe dans le système pénitentiaire. Il y va de la sécurité, du respect des droits et du bien-être des détenus. Votre présence, Madame les membres de la Fondation Béni, dans notre centre, est sans contexte un signe éloquent de l'importance et de l'affection que vous avez toujours témoigné à l'endroit des femmes et des enfants. Il faut compter sur les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les ONG et tout, pour vraiment nous aider à accomplir au mieux cette mission et bien prendre en charge nos pensionnaires. Un tel événement ne peut passer inaperçu aux yeux du département chargé de la promotion de la femme qui se voit ainsi épaulé dans ses missions. Cette remise de dons
vient renforcer nos efforts et démontre que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons réaliser des progrès significatifs. Il est essentiel de continuer à appuyer ces initiatives et à développer des synergies d'action ou des consortiums comme celui-ci afin d'apporter des réponses durables aux problèmes sociaux des femmes. Une forte délégation guinéenne était présente à la cérémonie. Le pays était également l'invité d'honneur des activités du 31 juillet. Et c'était là le chapitre consacré à la célébration de la journée de la femme africaine. Sur un tout autre plan, à Ségou, le chef d'état-major de l'armée des terres, le général de brigade Haruna Samake, a présidé hier la cérémonie de fin de formation commune de base et la présentation au drapeau du contingent 2021 qui constitue la deuxième vague du centre d'instruction de Markala. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Fousseini Samake. Ils sont 784 éléments, dont 421 personnels féminins, tout corps confondus, en fin de formation commune de base à être présentés au drapeau ce mardi au centre d'instruction de Markala. Le major de la promotion Amadou Diakité de la gendarmerie nationale et ses compagnons se sont engagés à servir le Mali en toutes circonstances. Au directeur du centre de formation de Markala de rassurer que ces jeunes sont prêts à participer à la réussite des missions assignées aux femmes. Le programme édicté par la hiérarchie militaire a été exécuté à 100%. Ce programme concernait, entre autres, la préparation physique et morale, l'instruction militaire, tactique et technique. Pendant ces 4 mois, vous avez fait preuve de discipline, supporté les exercices physiques intenses, l'insomnie, j'en passe. Retenez cependant que le plus difficile reste à venir. Le moment était opportun aussi de rappeler à ces jeunes les attentes de la nation. Vous constituerez le noyau de la génération des GTIA en cours pour l'atteinte des objectifs 2024 des femmes dans le cadre de l'opération Dugogoloko. Sachez que aucune discrimination basée sur le genre, l'origine ou l'appartenance sociale ne saurait être tolérée au sein des femmes. Des démonstrations de démontage et de montage des armes suivies d'un défilé militaire ont mis fin à cette cérémonie de sortie de la deuxième vague du contingent 2021. Et ces éléments devront constituer des renforts dans la lutte contre le terrorisme. Et justement, les forces de défense et de sécurité sont plus que déterminées dans la lutte contre le terrorisme. Et pour y arriver, la population a un grand rôle à jouer à travers le renseignement, des prières et bénédictions. À cet effet, le Haut Conseil islamique du Mali réaffirme son soutien indéfectible aux forces armées de défense et de sécurité sur les théâtres des opérations. Par la voix de son président, il lance un message fort aux Maliens. Chérif Ousmane Madani Aïdara est au micro de Tamsir Diabaté. Ka lasi silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani maliyɛn ɲuman bɛɛ minnu bi Mali kɔnɔ ani minnu bi Mali kɔ kan. Dekun min bi jamana in kan ni o ye kɛlɛ bi an ka sɔrɔsiw bolo ka se ka dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye Ala bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na ka yiriw la o Conseil islamique tɔgɔ la maliden ɲuman bɛɛ b'o kɔfɛ. Jamana in kisili la ani jamana in tangani na ani jamana in wuli ka jɔ la jamanaden ɲuman bɛɛ faralen b'u kan. Dekun minnu kɛra ni o de ye dɔw ni tora la an bɛ dugawu k'olu ye Ala ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma. Alors minnu banana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u kɛnɛya, minnu fana bɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'olu kɔlɔsi Ala k'u se. An ka dugawu bi jamana sɔrɔsiw ye, ɲɛmɔgɔw ye, hakili min b'u bolo n'o ye jamana bɔli ye bolo la. Ala bɛ se k'an n'u dɛmɛ o la cogo min na. O kɔfɛ a ɲininen do fana o Conseil islamique tɔgɔ la Mali silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ ani Mali diinɛtigi bɛɛ fɛ ka taa se hali kerecɛnw ani diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ k'i ɲɛsin ka Ala sɛbɛkɔrɔ wele jamana in ye. Kɛrɛnkɛrɛnma Mali silamɛw juma nata in a ɲininen do Mali silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ misiriw kɔnɔ an k'an janto khutubaw la ka bɛɛ ɲɛsin an ka jamana in ma ka dugawu kɛ Mali ye Ala bɛ se ka Mali bɔ bolo la cogo min na hakili ŋaniya jugutigiw
minnu ɲɛsinen bɛ an faso ma ni ŋaniya juguya ye ala bɛ se k'u dɛsɛ cogo min na ka an faso kɛ an sago ye o dugawu ɲininen don mali silamɛ bɛɛ fɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan o kɔfɛ fana komi a bɛɛ b'a dɔn maliyɛn kelen mana tɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ mali bɛɛ de ye tɔɔrɔ sɔrɔ ni min b'i yɛrɛ kalama sanji min nana tile 2 in na bɛɛ b'a dɔn sanji a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la hali bamako yɛrɛ b'a la ka taa se bilanw ma ka taa se yɔrɔ caman ma ɔ bilanta kɔni juguyara kumana k'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ ani se bɛ maa o maa ye n'i ye mɔgɔ ɲumankɛla de ye i k'i ɲɛsin bilankaw ma i bɛ se k'u dɛmɛ cogo la ka ala wele fana ala ka sanji nafama d'a ma tɔɔrɔ sanji o ala k'u ɲɔni ka bɔ an kan. Et ce magazine que vous retrouverez dans les librairies et autres lieux publics, Afrique 1, un magazine bimensuel à dimension sous-régionale. Cette parution s'intéresse aux efforts des autorités de la transition, notamment la dotation de l'armée en moyens adéquats qui favorise la montée en puissance des femmes. Afrique 1, un magazine bimensuel à dimension sous-régionale. Parlons de coopération et de diplomatie. Le Mali aux côtés de ses partenaires. L'ambassadeur de Chine au Mali a offert un dîner à l'occasion du 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine. C'était hier ici à Bamako, occasion pour le diplomate chinois de passer en revue la coopération entre le Mali et la Chine. Les temps forts avec Khadija Toukouni et Tchédje Kamara. 1927-2024, la Chine fête le 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération. Cette année marque aussi le 64e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. Les deux pays se sont mutuellement soutenus pour la défense de leur souveraineté et dans divers domaines. Le diplomate chinois a réitéré l'engagement de son pays à soutenir le Mali pour approfondir cette coopération, notamment au plan sécuritaire. La Chine et le Mali ont toujours adhéré au respect mutuel, à l'égalité, au bénéfice mutuel et à la coopération gagnant-gagnant, tout en se soutenant mutuellement sur des questions touchant à leurs intérêts fondamentaux et à leurs préoccupations majeures. Dans un mois, au début de septembre, le prochain sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra en Chine. 6 ans après, les dirigeants chinois et africains se retrouveront à Beijing pour étudier ensemble le développement et la coopération dans l'avenir et échanger en profondeur des vues sur l'expérience de gouvernance. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a pour sa part salué les échanges et la coopération entre les armées chinoises et maliennes. La Chine a beaucoup contribué à la formation des FAMA, se réjouit le colonel Sadio Kamara. Célébrer l'armée chinoise en terre malienne aujourd'hui est donc avant tout un partage de valeurs et de savoir-faire, car l'armée chinoise demeure un foyer irradiant d'ardeur, de foi, de conviction et de courage, mais aussi de capacités d'adaptation et d'innovation. Toutes ces valeurs guident également l'effort de montée en puissance des FAMA au service du peuple malien. La Chine est un partenaire fiable et constant, dont l'appui diplomatique et militaire se renouvelle tous les jours. Les invités ont eu droit également à la visite d'une exposition photo. Elle retrace la politique de défense nationale de la Chine avec une armée qui reste une force solide pour la paix mondiale. La fête du trône, un événement national au Maroc qui est célébré le 30 juillet de chaque année. L'édition 2024 marque les 25 ans de règne du roi Mohamed VI. À l'occasion de cet anniversaire, l'ambassadeur du Maroc au Mali a organisé une réception. Driss Isbahen a saisi cette occasion pour saluer l'excellente relation entre son pays et le Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et plusieurs autres personnalités maliennes et étrangères ont pris part à cette célébration. C'était en présence de nos reporters Mariam Koni et Aloubé Koni.
Uni par l'histoire et la géographie, le Mali répond à l'invitation du Maroc. C'est pour célébrer le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui perpétue le règne de la dynastie alaouite depuis 1660. Cet anniversaire est donc l'occasion pour l'ambassadeur du royaume chérifien de saluer le partenariat gagnant-gagnant. Le Maroc a toujours été aux côtés du Mali dans les moments difficiles, apportant son soutien et sa solidarité lors des crises et défis auxquels le pays a dû faire face. Avec un respect total des fondamentaux de la politique étrangère du Mali, nous continuons la main dans la main à travailler pour construire un avenir radieux, prospère pour nos peuples dans le cadre d'une coopération sud-sud. Bien plus qu'une journée de célébration et de souvenirs, cette cérémonie pour le ministre Diop illustre la symbiose qui unit le trône et son peuple. Il a profité pour rappeler les liens historiques qui existent entre les deux pays frères. Pour ne citer qu'un exemple illustratif des liens solides qui unissent le Mali et le Maroc, au 7e siècle, nos deux pays constituaient les pièces maîtresses du commerce transsaharien qui a fait la renommée des villes comme Tombouctou et Djenné au Mali, mais aussi les villes de Fès et de Marrakech au Maroc. Féliciter le Royaume du Maroc pour les pas gigantesques qui ont été franchis par votre pays, ne serait-ce qu'au cours de ces dernières années, en termes de modernisation de votre pays, de l'économie, de sa transformation qui en a fait un champion dans un certain nombre de domaines. Je voulais aussi prendre un autre exemple, c'est l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Pragmatique, cette initiative du roi Mohamed VI imprime la tradition de coopération, d'entraide et de solidarité qui a toujours existé entre les souverains du Maroc et les pays frères du Sahel. Et le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes participe au Caire en Égypte à la conférence internationale des ministres en charge des affaires religieuses et des mouftis. Cette rencontre, 9e du genre, a pour thème le rôle de la fatwa dans un monde en perpétuelle construction. Quant au ministre Koné, il a surtout mis l'accent sur la situation des religieux au Mali et la nouvelle dynamique que les autorités de l'AES ont tracée pour un devenir meilleur pour ces trois États, le Burkina, le Mali et le Niger. Auparavant, le ministre Koné s'est entretenu avec la diaspora malienne de l'Égypte à l'ambassade du Mali sur la situation actuelle du pays. Il a terminé en donnant beaucoup de conseils aux étudiants maliens qui sont à l'université d'Azahar. La digitalisation permet aux autorités éducatives de pallier certaines difficultés, notamment la pléthore et la gestion des cantines scolaires. À titre d'exemple, en 2023, l'école fondamentale comptait environ 3 800 000 élèves pour 2655 cantines scolaires. Parmi ces cantines, seulement 1855 sont financées sur budget d'État. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation nationale apprécie à sa juste valeur le processus de digitalisation enclenché par le président de la transition. Suivez un extrait de l'entretien que le ministre Amadou Sissavani a accordé à notre reporter Mohamed Kanyantao. Nous sommes dans un monde dont la marche, c'est-à-dire le changement, est rythmé par l'informatisation et la digitalisation. Le ministère de l'Éducation nationale s'est évidemment arrimé à ce mouvement. Il s'était déjà engagé il y a quelques années dans une exploitation des technologies numériques pour insuffler un sang neuf à la gestion du système éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale a d'abord conduit une introduction de matériel et de logiciels tels que le tableur Excel ou le Word en tant que
traitement de textes, mais tout cela s'est avéré insuffisant. Je peux citer 3 exemples de modules qui vont dans le sens de l'amélioration de notre digitalisation interne. Le module de gestion des comptes, il facilite la gestion des comptes de tous les utilisateurs du système éducatif. Le module de gestion des établissements scolaires, c'est un module qui facilite la gestion administrative et opérationnelle des établissements scolaires à travers tout le pays. Le module de suivi des activités du département. Évidemment, il faut que tout ce qui se fait dans le département soit suivi. Il y a un nombre impressionnant de cantines scolaires au Mali. Nous en avons 2655, dont 1855 sont financés sur budget de l'État. Donc il faut soumettre ces cantines à une gestion rationnelle, c'est-à-dire digitalisée. Lorsqu'on arrivera à cette digitalisation généralisée du système éducatif, on va économiser beaucoup de temps, beaucoup de papier, beaucoup de ressources, des ressources financières, sans temps. Meilleur suivi des projets, des opérations financières des élèves, des cours en ligne qui peuvent se faire assez régulièrement. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien dans nos programmes après ce journal-là. À présent, voyons avec Soumaïla Haïdara la synthèse de quelques événements à Bamako et à l'intérieur. Il s'agit de la remise de kits aux agents recenseurs de la région de Koutiala. Le point de presse de Djina Dogon et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a reçu le slammer malien Haruna Guindo. Il a reçu le premier prix du Slam Standing Ovation suivant. Je suis venu au monde en pleurant et chaque jour, je comprends pourquoi. Par ces mots, l'étudiant du nom de Haruna Guindo est devenu champion du monde en slam standing ovation, une compétition tenue au Gabon. Le lauréat a été reçu en audience par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à qui il a présenté le trophée mondial de slam. C'est un talent particulier que nous célébrons, nous félicitons, ses encadreurs aussi. Le ministère va l'accompagner pour qu'il puisse s'inscrire dans les masters de son choix chez vous, à la faculté. Dans la région de Koutiala, où les activités du recensement général agricole ont débuté par la remise de kits aux agents recenseurs. Ces derniers doivent collecter durant 4 mois des données sur les exploitations agricoles. L'objectif fixé, c'est de faire la collecte des données fiables qui seront remontées à temps pour l'État de faire une planification de ces subventions pour le monde rural. Toujours à Koutiala, la direction régionale du développement social a remis 11 tonnes de céréales aux personnes vulnérables. Ce don composé de mil, de maïs et de sorgho est offert par le gouverneur de la région et les forces armées maliennes. La situation sécuritaire au pays Dogon au cœur de ce point de presse animé par la synergie des associations et mouvements des jeunes du pays Dogon. À travers cette rencontre, la synergie entend attirer l'attention des autorités sur l'insécurité qui prévaut au centre du pays. Pour la sécurité de toute la population de la zone, la jeunesse demande un renforcement significatif du maillage militaire afin d'assurer une mise en place des patrouilles régulières et dissuasives.
Lancement à Tombouctou du projet d'appui à la participation des populations nomades aux réformes institutionnelles et à la gestion des affaires publiques des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Il vise à améliorer la participation des populations nomades pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans la gestion quotidienne des affaires publiques et politiques du pays. De Tombouctou, les précisions de Idrissa Goulou Sissoko et de Cherfi Moulaya Aïdara. Ce projet ainsi lancé vise à améliorer la participation des populations nomades aux réformes institutionnelles pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans la gestion quotidienne des affaires publiques et politiques du pays. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Émerge piloté par NDI. Le projet que nous lançons est la deuxième phase du programme d'appui aux cibles nomades qui, au vu des résultats probants obtenus à travers les multiples actions menées en faveur des populations nomades pour leur inclusion dans le processus électoral et les réformes en cours bénéficient encore de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Nous profitons de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes les autorités politiques administratives de la région de Tombouctou et Taoudéni et saluer l'engagement constant du NDI et les efforts qu'il fournit pour la promotion des réformes institutionnelles et la consolidation de la démocratie au Mali. La participation et l'inclusion de cette couche importante constituent une des préoccupations majeures des autorités politico-administratives. Le lancement de ce projet devrait permettre d'informer les autorités administratives et politiques sur le projet, les zones d'intervention, les cibles, les différentes activités et les résultats attendus. De passer en revue les défis rencontrés sur le terrain et les voies et moyens pour les résoudre. Il faut signaler que ce projet est exécuté dans les régions de Tombouctou et Taoudéni et est cofinancé par l'USAID, la coopération suisse et l'ambassade du Royaume de Danemark pour soutenir les élections et les processus de réforme politique et institutionnelle au Mali. Et nous ouvrons la page spéciale à AES. L'autre grand titre de cette édition est consacré aux potentialités des pays de l'AES qui n'ont certes pas de débouchés sur la mer, mais un sous-sol très riche. Comment donc faire de cette continentalité des atouts pour le bonheur des peuples? C'est un dossier signé Bemba Sibi, Aboukouné et Mohamed Sidibé. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays enclavés qui ont pris la décision historique de cheminer ensemble dans le cadre d'une confédération. La Confédération des États du Sahel représente aujourd'hui une population de plus de 76 millions d'habitants répartis sur une superficie de plus de 2 700 000 km². Malgré l'absence de littoral, ce choix semble être la bonne décision, d'autant plus que les chargeurs de ces 3 pays ont emprunté cette voie depuis plus d'une décennie. Notre association a été créée en 2011 avec 3 pays, que le Mali, Burkina, Niger. On a créé cette association depuis 2011. On appelle ATPCL, les pays sans littoral, qui n'ont pas de port. Nous, on était 3, mais aujourd'hui on est 5. Le Tchad et le Centrafrique nous rejoignent. Parler d'une seule voix pour tirer le meilleur profit de notre continentalité, ceci en misant sur le poids économique et commercial de l'Alliance, mais surtout en mettant en concurrence les ports des différents pays limitrophes. Le Mali est le premier partenaire commercial du Sénégal. Parce que les gens ne voient que le port. Rien qu'entre le Mali et le Sénégal, il y a souvent plus de 1000 camions par jour venant du Sénégal. Et le contraire aussi, vous avez 700, 500 qui partent vers le Sénégal. Les ports là-haut aussi, il faut des investissements. Parce que ils ne sont pas là parce que nous sommes des Maliens. Ils sont là parce qu'ils ont investi dans quelque chose où il faut vraiment faire de sorte qu'ils puissent rentrer dans ce qu'on a mis dans ces ports. C'est vraiment énorme. Donc aujourd'hui, on peut négocier les meilleurs prix, je vous le dis sincèrement. Parce qu'à chaque fois qu'un port veut faire quelque chose, il suffit de basculer le trafic de l'autre côté, c'est eux-mêmes qui courent pour venir te voir.
Cette approche prend une nouvelle dimension avec la Confédération des États du Sahel qui fait frontière avec 11 pays, dont 10 avec un débouché sur la mer. Pour capitaliser cette position stratégique, les autorités du Sahel doivent miser sur le développement rapide des infrastructures de transport de l'espace. Cela donne à ces pays de développer surtout leurs réseaux routiers dans un premier temps, et dans un second temps, développer le réseau ferroviaire et fluvial et aérien. Et c'est avec ces développements de ces différents transports qui permettront de développer le pays même et de stabiliser l'économie en général. Développer les infrastructures de transport, particulièrement les réseaux ferroviaires et routiers, pour exploiter notre position géographique qui est un atout pour les populations de la zone des 3 frontières. Direction Niamey, on parle d'économie et de finances. Les ministres de l'AES en charge du secteur ont eu une séance de travail avec le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen. Une rencontre suivie de la réunion conjointe entre les ministres et la délégation de la Banque mondiale. Le financement des projets en cours et la programmation des projets futurs qui prennent en compte les nouvelles orientations des pays de l'AES étaient au centre des échanges. Le reportage de Nana Mariam El Moutari. Cette réunion conjointe entre les ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES, en charge des finances et le vice-président de la Banque mondiale à la tête d'une forte délégation a pour objectif d'analyser les projets et programmes d'intégration régionale en cours et les perspectives nouvelles dans les 3 pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette rencontre de ce jour avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger nous donne une opportunité unique pour avoir cet échange. On a beaucoup de projets régionaux qui existent. Pour l'ensemble des 3 pays, le montant global, c'est 3 milliards de dollars pour les programmes régionaux et qui couvrent des secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation, etc. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, se réjouit de la prise en compte des nouvelles orientations de la Confédération AES par la Banque mondiale en s'engageant à mettre à la disposition des pays les ressources nécessaires pour le financement des projets prioritaires tels que l'agriculture, l'énergie et l'éducation. D'ores et déjà, 3 milliards de dollars sont en attente pour le financement des projets structurants de l'espace AES. La banque, c'est une institution qui nous appartient. Comment aujourd'hui il faut faire pour convaincre les populations aujourd'hui qui sont totalement réveillées, et qui surveillent les populations de nos pays, surveillent les faits et gestes. Donc la meilleure façon pour nous de la convaincre, c'est de faire une mise en œuvre rapide des projets que nous conviendrons d'accord partie. Les ministres en charge des finances du Mali et du Burkina Faso ont aussi exprimé leur gratitude à la Banque mondiale pour l'intérêt qu'elle accorde à l'AES à travers le financement des projets et programmes nationaux et régionaux. En ce qui concerne les projets coordonnés par la CEDEAO, que ces projets coordonnés par la CEDEAO, qu'à un moment donné on fasse le point et qu'on regarde comment nos États peuvent effectivement assumer la coordination de leurs projets. Ça aussi, à mon avis, c'est un point qu'il ne faudrait pas écarter dans la réflexion pour voir comment nous pouvons véritablement conduire ces projets à bout. Ces 2 éléments, contraintes et opportunités, font qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'espace AES, on s'est retrouvés, on essaie de travailler ensemble pour dégager des projets régionaux, des projets communs, afin de pouvoir avancer ensemble avec, bien sûr, l'accompagnement de la Banque mondiale. La connectivité régionale, le capital humain, la résilience, bref, la problématique de l'approche régionale sont les sujets sur lesquels la Banque mondiale a tenu à édifier les ministres de l'AES et leurs collaborateurs à travers une présentation claire. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu en audience ses homologues en charge des finances du Mali et du Burkina Faso. Nous restons au Niger, cette fois-ci pour reparler des festivités marquant l'an 1 du CNSP au pouvoir. Une exposition vente des produits artisanaux est en cours jusqu'au 3 août.
Une équipe de reportage conduite par Aminatou Garba a fait le tour des stands. On regarde. Au Niger, le secteur de l'artisanat occupe une place importante dans la vie sociale et économique par le nombre d'emplois créés et les revenus générés. Et c'est à juste titre qu'il demeure un facteur de lutte contre la pauvreté, le chômage et le désœuvrement. En outre, le secteur de l'artisanat favorise également le développement local ainsi que le renforcement de la résilience des groupes socio-économiques vulnérables que constituent les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. À l'exposition vente des produits artisanaux organisée à l'occasion du premier anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, toutes les régions du Niger ont pris part avec chacune ses diversités artisanales. On veut que tous les Nigériens qui sont résidés au Niger, qui sont à la diaspora, de porter les tissages du Niger. On a notre tradition, le tissage, on a aussi le sakala du Niger qu'on a commencé à faire pour un nouveau modèle. Quand on dit poterie, c'est une activité très difficile, mais ça fait partie de notre culture de Boubon. Nous ne voulons pas que ça disparaisse. C'est pour cela que nous avons apporté des innovations telles que la fabrication des pavés en terre cuite. Nous nous sommes organisés en groupement pour innover. Le président de la Fédération nationale des artisans du Niger lance un appel aux autorités pour une promotion de l'artisanat nigérien au plan national et régional. Les artisans se sont inscrits dans la logique qui veut vraiment à ce que tout ce qui peut être fabriqué au Niger soit produit suffisamment en quantité et en qualité pour subvenir aux besoins de la population, pour assurer la souveraineté nationale. Cette exposition vente a pour but d'accroître la visibilité du secteur de l'artisanat et surtout permettre aux Nigériens de consommer local. L'artisanat est une valeur sûre sur le plan économique. Son marketing social va redorer l'image du Niger sur le plan touristique mondial. Au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité s'organisent mieux pour lutter contre le terrorisme. Ils ont institué ce jour un cadre de concertation et d'échange qui regroupe notamment la police, la gendarmerie et la brigade des sapeurs-pompiers. L'ouverture des travaux avec Jean-Eudes Bayala est bienvenue au sein de la RTB. Consciente que l'union fait la force, les forces de sécurité intérieure font corps face aux défis sécuritaires. Voilà une plateforme pour mettre en harmonie les expériences et stratégies de terrain pour étouffer l'ennemi qui endeuille le Burkina depuis une dizaine d'années. Premier du genre, ce cadre d'échange réunit des éléments de la police, de la gendarmerie et de la brigade des sapeurs-pompiers. C'est envoyer un message fort à tous ceux qui douteraient de la cohésion des forces de sécurité intérieure pour leur dire que voilà, dans le cadre de l'exécution de nos missions au quotidien, nous évoluons main dans la main. Et les chefs sont là représentés pour envoyer le même message aussi à la troupe pour que les éléments sur le terrain sachent que nous sommes engagés ensemble et que l'exemple vient des chefs. En appui aux forces de défense, il s'agit d'affiner les actions de riposte contre les groupes terroristes. Les échanges se veulent donc francs et sans langue de bois. Toutes les forces de sécurité intérieure, dans le cadre de la reconquête du territoire national, mieux dans l'exécution de leurs missions quotidiennes, capitalisent des expériences diverses. C'est vrai, les situations peuvent être similaires, mais chaque situation a ses spécificités. Il y a des leçons à tirer, peut-être des victoires, des leçons à tirer aussi des échecs. Et on a besoin de capitaliser toutes ces expériences, de les partager pour nous enrichir mutuellement, de sorte que sur le terrain, on ait davantage de résultats. C'est parti ainsi pour un cadre de concertation et d'échange périodiques. Dans le cadre de leur engagement opérationnel, ces hommes veulent au maximum réduire les risques et les pertes, réaffirmant leur engagement dans la dynamique de reconquête et de restauration de l'intégrité du territoire national. Nous restons au Burkina Faso. Les pluies diluviennes font des dégâts. Dur calvaire pour les usagers de la route nationale numéro 8.
En effet, suite aux pluies diluviennes des 28 et 29 juillet dernier, le remblai d'accès au pont de Pendié-Badara, à une trentaine de kilomètres de l'Orodara, a cédé. Le constat avec Lamine Karantao. Voici ce qui reste du remblai d'accès au pont de Pendié-Badara sur la RN8 Bobodjoulasso-Orodara après la pluie du 28 au 29 juillet dernier. Les eaux de ruissellement ont emporté maisons, vêtements, cultures, vivres et animaux. Une situation jamais vécue par les habitants de ce village. Pour tout dire, il y a eu trop de dégâts. Des champs ont été détruits, des maisons écroulées. Moi-même, mon champ et ma plantation de bananes sont totalement dévastés par les eaux. Nous n'avons jamais vu une telle quantité d'eau tomber ici. Quant aux dégâts, on ne peut pas tout estimer. Il y a des familles qui n'ont plus rien. Vêtements, vivres, matelas, nattes, bœufs et ânes ont tous été emportés par les eaux. En voyant les animaux flotter sur l'eau, les enfants croyaient y voir des hippopotames dans l'eau. Ça fait plus de 30 ans que je suis ici. Je n'ai jamais vu une telle quantité d'eau. Outre les dégâts matériels, les usagers sont obligés de trouver une voie de contournement en passant par Kourion-Toussiana avant de rallier Bobodjoulasso et vice-versa. Un rallongement du trajet qui n'est pas sans conséquence pour ce transporteur de poissons congelés, par exemple, embourbé ici à Tapoko. Et il n'est pas le seul à vivre ce calvaire. Tôt matin, on voulait décoller, l'autre camion a refusé. Donc j'ai pris la voie, la direction avec les deux autres camions, aller les garer à Bobo. Donc je suis de retour pour venir voir l'autre camion. Arrivé, je vois que le pont là s'est effondré. Or qu'il n'y a pas voie encore pour se retourner. On veut se retourner pour aller emprunter la voie de Banfora pour rentrer à Bobo. Au regard du rôle primordial que joue cette voie, pas question de faire perdurer la situation. Des solutions sont en cours afin de rétablir au plus vite le trafic, foi du premier responsable en charge des infrastructures du Kénédougou. C'est une route qui tient à cœur les autorités de la transition parce qu'elle relie à la République sœur du Mali. Donc il n'est pas question que le trafic s'interrompt. Voilà, il y a un long fil de camions maliens et burkinabés qui attendent de faire le trafic. Donc on s'attelle incessamment à rétablir le trafic pour le grand bonheur des usagers. En attendant la normalisation de la situation, il est fortement recommandé aux usagers d'être très prudents sur la route. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu. Bonsoir.